Bonjour Voilà, également. bonjour tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire du pastoralisme, parcours et regard transverse au CIRAD, mais qui est évidemment ouvert à tout le monde. Je vais vous rappeler brièvement, avant que nous commencions, parce que le séminaire va durer 1 heure et demie, l'idée de ce cycle, c'est en anticipant et en accompagnant l'année internationale des parcours et des pasteurs, qui a été établie par les Nations Unies. L'idée est double, de décloisonner un petit peu les connaissances sur le pastoralisme, au-delà des cercles spécialisés, sans exclusive. Donc, dans les 2 premières éditions, on a entendu des économistes, des agronomes, des géographes et des anthropologues. Et aujourd'hui, nous allons écouter quelqu'un qui part des sciences de gestion et un écologue et un vétérinaire écologue. La deuxième idée, c'est de construire, chemin faisant, une intelligence collective en capitalisant sur les interventions, mais aussi sur vos réactions, vos demandes et vos propositions, vos idées. Va vous expliquer comment participer à cela. Et pour pouvoir, à la fin de l'année 2026, aboutir on ne sait pas, un ouvrage collectif qui est en préparation à partir de quelques-unes des interventions, mais à peut-être d'autres formes qu'on va élaborer ensemble. Donc aujourd'hui, on va écouter donc Claire Bernard-Mongin qui part des sciences de gestion et qui parle des Balkans et du pastoralisme dans les Balkans. Simon Togourdeau, qui est en poste au Maroc et qui est écologue et qui s'occupe beaucoup de numérique et qui va nous expliquer en quoi les outils numériques, alors le titre de son intervention c'est Capteurs embarqués et parcours fuyants, en quoi d'une part cette technologie modifie sa recherche, mais aussi en quoi le pastoralisme l'amène à se poser des questions ou à interroger ses pratiques et ses outils. Et puis Alexandre Caron, qui est vétérinaire et écologue, et qui va nous parler des écosystèmes, des espaces partagés, des écosystèmes ouverts, dans la zone africaine en général. Vous remarquerez que dans ce séminaire, on parle de territoire, on parle d'écosystèmes, on parle de parcours, on parle aussi de système d'élevage, mais on parle de société pastorale aussi, voire de rapports générationnels. Et notre ambition, c'est un peu de partir de ces intuitions communes et de ces intérêts partagés pour arriver à construire quelque chose de précis, définir des objets communs ou des objets différents, singuliers, et voir comment on peut dialoguer en gardant un sens précis aux mots qu'on emploie d'une discipline à l'autre. Alors, je vous disais que vous pourriez contribuer à construire cette réflexion. Dans le chat, on vous propose d'inscrire au fur et à mesure les idées qui vous viennent, les idées qui vous marquent dans ce qui est dit, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou celles qui vous plaisent, celles que vous retenez. Les idées qui vous viennent à vous et qui font écho, enfin, ce qui fait écho à vos propres travaux, en écoutant ce qui sera dit. Et puis aussi, ce qui vous manque, ce sera peut-être au terme des présentations ou de la session d'aujourd'hui, mais ce que vous aimeriez voir traité, vos suggestions pour les prochains cycles. Le 4e webinaire se tiendra dans le premier trimestre 2026, mais il y en aura plusieurs autres, on pense. Et même si on a déjà des idées, des noms et des sujets, on est intéressé par vos suggestions et vos propositions. Voilà, pour arriver au plan, et en fin de session, Serena nous présentera ce qu'elle aura recoché, mis en ordre sur un mural qu'on ne va pas ouvrir à tout le monde. Donc, enfin, on ne vous demande pas d'inscrire sur le mural. On va le faire pour vous. On va piocher dans le chat et voilà, on n'oubliera pas. La séance est enregistrée. On pourra vous la partager ensuite aussi.
Donc, on va sans trop tarder commencer par la présentation de Claire qui va nous amener jusqu'à 14h25. On va avoir juste 5 minutes de questions de clarification au cas où quelque chose ne serait pas clair ou enfin, vous auriez besoin d'explications à la fin de chaque intervention, de façon à pouvoir enchaîner avec Simon qui devrait parler plus ou moins à 14h30 et Alexandre qui va clôturer la série à 14h50. Ça nous permet, en se disciplinant un petit peu avec ces 5 minutes de clarification, d'avoir un bon quart d'heure pour une discussion collective et puis la présentation du mural par Serena. Comme vous, comme vous êtes potentiellement, vous allez être, on est déjà, je ne sais pas combien, mais on est déjà 32 et il y a 65 demandes d'inscription. On va couper le son pendant les interventions et on vous demande bon, d'abord d'inscrire dans le chat et si vous voulez poser une question, de lever la main. Et c'est Claire Aubron qui va veiller à, aux mains levées, aux demandes de prise de parole et qui va nous alerter. On vous donnera la parole à ce moment-là, après chaque intervention et puis à la fin de la session. Voilà. Sans plus attendre, on va partager le... Claire, peut-être tu peux partager ton écran. Fonctionne comme ça? Vous m'entendez bien? C'est parfait, on voit très bien Excellent. et on t'écoute. Merci beaucoup, Véronique, de l'introduction, et puis merci à toutes de cette invitation à ce séminaire de travail et de réflexion sur le pastoralisme. Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est vous livrer un début de réflexion sur des stratégies de patrimonialisation du pastoralisme dans les Balkans. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question pour cette géographie? Parce que dans cette région, on pourrait dire montagnarde par l'excellence, l'étymologie du nom Balkan renverrait en turc à l'image d'une chaîne rocheuse ou de montagnes boisées. Et on assiste à l'émergence de démarches de plus en plus nombreuses de patrimonialisation d'une activité pastorale qui a été centrale dans l'économie agraire de ces territoires, jusqu'à la modernisation vraiment de l'agriculture qui a été assez tardive et contemporaine en fait des régimes socialistes d'autogestion en Yougoslavie ou du régime communiste autarcique en Albanie. Et donc aujourd'hui, cette activité pastorale, elle est encore présente, même si elle est en déclin, en baisse, et dans une période de recomposition congruente avec la recomposition économique de ces pays en double transition vers une économie de marché et l'adhésion à l'Union européenne. Et donc, dans cette intervention, je vais m'attacher à discuter plus particulièrement des processus de création d'indications géographiques comme une des stratégies possibles de patrimonialisation du pastoralisme. Alors, comment j'ai rencontré le pastoralisme et d'où je parle, en fait, Claire, ouais, oui. désolée de t'interrompre. La présentation ne défile pas. Oui, c'est normal parce Ah, que d'accord. c'est vraiment des propos liminaires. Vraiment juste pour situer aussi voilà, d'où je parle, puisqu'on parle tous d'angles différents. Donc moi, plutôt à partir des sciences de gestion, j'ai débarqué dans les Balkans en 2012 dans le cadre de ma thèse. J'accompagnais un projet de création d'indications géographiques sur des produits pastoraux, entre autres. Et depuis, j'ai gardé des liens avec ces communautés. Et puis ces initiatives de mise en cahier des charges des produits pastoraux. Et donc, c'est ce travail de médiation entre le format standardisé des IG et la diversité des pratiques pastorales que j'ai appris à connaître qui forme un peu le substrat de la discussion d'aujourd'hui. Alors, je change. Comment est-ce que j'ai structuré un peu ce regard réflexif sur une expérience au long cours de patrimonialisation de cette activité pastorale dans les cahiers des charges? Et c'est l'ouvrage séminal de Bowker and Starr, Starting Things Out, paru en 99, qui ouvre un programme de recherche autour d'une ethnographie des infrastructures, dans la veine de sociologie des sciences et techniques, et puis avec une approche très enracinée du terrain. Ce programme de recherche m'a tout de suite beaucoup parlé, parce qu'il cherche d'une part
à rendre visibles les classifications, c'est-à-dire tous les systèmes de sens et d'ordonnancement du réel, hein, toutes les petites boîtes dans lesquelles on range les choses pour fonctionner collectivement. Et puis, ce programme s'attache à montrer leur pouvoir d'agir sur nos pratiques collectives, leur agentivité. Parce qu'en fait, ces classifications, elles sont toujours imparfaites, mais elles sont opérantes parce qu'elles sont au cœur d'un travail toujours renouvelé de traduction, d'articulation, de torsion pour faire tenir et fonctionner ensemble des mondes sociaux différents. Et donc, je trouvais que ce projet analytique d'ethnographie des infrastructures s'appliquait bien à mon empirie. Hein. Quel type de travail s'opère dans l'activité de classification des standards et des indications géographiques? Qui fait ce travail? Et qu'est-ce qui se passe pour les cas qui ne rentrent pas dans les cases? Alors, les indications géographiques comme standard, on peut dire que les IG sont un standard issu d'une classification juridico-économique hein, produite par l'activité d'organisation de nos échanges marchands. L'IG définit un ensemble de règles qui visent à réserver l'usage exclusif d'un nom géographique à un collectif, un groupe de producteurs, en vertu d'un lien unique et spécifique entre le produit et son lieu d'origine. Des IG connues et fameuses, on peut penser à Parmigiano Reggiano, Comté, Gruyère. Et donc, ce standard organise une petite partie des échanges marchands. On estime aujourd'hui dans le monde que plus de 9000 indications géographiques sont reconnues en vertu de réglementations variées, depuis l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle jusqu'à des règles juridiques domestiques portées par les États. Et donc, ça témoigne de l'adaptabilité de ce standard aux contextes locaux et aussi d'un intense travail catégoriel. Alors, les IG dans les Balkans, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, d'abord, à première vue, quand on met bout à bout les 6 pays des Balkans occidentaux, hein, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Macédoine du Nord et Monténégro, dans lesquels j'ai eu la chance de travailler, on voit qu'on est face à des standards récents, des cadres juridiques qui ont moins de 10 ans d'existence, des standards encore hétérogènes entre eux avec l'Union européenne, et puis une utilisation plutôt lointaine de ces standards dans le commerce international, ce qui reflète la réalité de ces économies qui échangent surtout entre elles et avec l'Union européenne. Et donc, si on consulte les registres nationaux de ces 6 États, on trouvera environ 133 indications géographiques enregistrées, dont 45 potentiellement liés à des produits pastoraux. Donc 30%, c'est pas mal, ça dénote en tout cas un intérêt particulier des acteurs du pastoralisme pour ce type d'outils. Et donc si on regarde dans le fonctionnement des IG, dans le détail, c'est autour du cahier des charges que s'organise ce travail catégoriel. Donc, c'est le cahier des charges qui est la structure qui permet de faire tenir ensemble les groupes sociaux qui sont amenés à coopérer pour faire reconnaître leurs produits, le faire compter sur les marchés. Donc, c'est en ce sens qu'on peut appeler le cahier des charges et le nommer du concept d'objet frontière, hein, en ce sens qu'il correspond, je cite, aux exigences informationnelles et organisationnelles des groupes qui doivent coopérer au prix d'un travail incessant, mêlant conception, maintenance et usage, négociation et conflit. Donc, dit autrement, le cahier des charges des indications géographiques, c'est l'objet qui opère un travail de traduction pour faire rentrer le monde productif, localisé, territorialisé des pasteurs dans le monde marchand des échanges commerciaux standardisés, selon des conditions qui sont garanties par les accords juridiques et les États. De là, 2 questions de recherche. Hein. Comment opère ce travail catégoriel organisé par l'objet frontière cahier des charges des indications géographiques? Et qu'est-ce qu'il arrive à saisir des pratiques pastorales contemporaines dans les Balkans? Alors, une des propositions méthodologiques formulées par Starr et Grismer est un suivi par les points de passage pour donner à voir justement comment les entrepreneurs de chaque monde social coopèrent autour de controverses ou de choix et comment l'ensemble de ces points de passage sont également liés entre eux par une cohérence d'ensemble pour rendre l'objet frontière actionnable. Alors, je vous propose aujourd'hui de relire 5 expériences de patrimonialisation du pastoralisme dans 5 pays des 6 Balkans occidentaux, à différents stades d'avancement dans lesquels j'ai eu la chance de contribuer. Alors, du plus abouti au plus débutant, on a le fromage de Livno, un fromage type emmental, produit en Bosnie-Herzégovine, pâte dure, mélange brebis-vache, du lait pasteurisé ou
ou cru avec 3 mois d'affinage minimum dans la zone. On a aussi le fromage du Char, qui est un fromage d'estive, de brebis, de pâte dure, qui est réhydraté en saumure, voilà, non pasteurisé, produit au Kosovo et enregistré comme IG en 2019. On a aussi le fromage et la viande d'agneau de Sienica. Alors là, on est sur un fromage blanc de brebis, saisonnier à pâte molle et grasse, qui est présenté en saumure et affiné dans son propre petit lait salé 60 jours minimum dans la zone. Et puis une viande d'agneau de la race Pramanka de Sienica qui valorise une viande aromatique et grasse avec des agneaux abattus entre 3 et 9 mois. On a également voilà, le cabri du Has, hein, une viande de cabri qui valorise une viande fine, maigre et aromatique liée au territoire de parcours sur le plateau karstique du Has, enregistré en 2016. Ou alors une démarche d'identification de produits potentiels du pastoralisme qui est en cours dans la région est de Macédoine du Nord. Et donc, pour l'analyse, j'ai indexé les traces laissées par les activités d'intermédiation dans chacun de ces processus en suivant les temps forts du travail catégoriel organisé par les cahiers des charges IG, hein, réduction des incertitudes, confrontation des preuves, stabilisation des traductions. Et je voudrais, sans plus tarder, passer aux résultats. En vous présentant, dans un premier temps, une topographie des points de passage, c'est-à-dire qu'une première analyse de la trame d'un cahier des charges permet d'identifier en général comment les catégories standardisées des IG interpellent les produits candidats à la patrimonialisation. Donc ces catégories, elles orientent l'exercice en proposant des mises en visibilité qui s'appuient sur des nomenclatures déjà standardisées pour renseigner le nom du produit, la description de ce produit, les matières premières qui rentrent dans sa composition, les processus de transformation et le territoire. En plus, on peut raffiner cette topographie des points de passage obligés en identifiant à l'intérieur de chaque catégorie les moyens de mise en visibilité des pratiques pastorales plus spécifiquement. Alors, comment on met en valeur les pratiques spécifiques pastorales dans un cahier des charges IG? Ça se joue dans la mise en cohérence d'une série de points de passage que j'ai répertoriés et qui codifient une série de pratiques de production. Alors, à l'échelle de l'exploitation, c'est tout ce qui concerne la matière première en bleu, en réglant les questions de provenance de l'alimentation, nature de l'alimentation des animaux, intensité du pâturage, encadrement de la productivité. Des règles qui s'appliquent à l'échelle de l'unité de transformation en jaune, hein, le processus de transformation, viande et fromage, le matériel spécifique, les intrants. Des règles qui jouent à l'échelle des metteurs en marché ou de l'utilisation du nom, donc tout ce qui est en rose, sur le produit, la description du produit, les règles de conditionnement et d'étiquetage. Et puis, des séries de pratiques et de production codifiées à l'échelle du territoire, donc ce qui est en vert, qui a rapport avec la délimitation du territoire, l'identification des surfaces pastorales, leur accessibilité, l'écologie des parcours et tous les attributs patrimoniaux et paysagers de l'activité du pastoralisme. Et donc cette topographie contraignante organise une cartographie des entrepreneurs du pastoralisme. Et donc dans les 5 cas d'études, ce qui est apparu, c'est qu'on avait 2 grandes figures d'entrepreneurs du pastoralisme. D'une part, on avait les laiteries, des interlocuteurs proactifs des formats de traduction cahier des charges IG, hein, et que j'ai appelé entrepreneurs d'un pastoralisme sédentaire, c'est-à-dire un pastoralisme de mouvement de troupeaux réduit à proximité des exploitations ou sur les chaumes des plaines. Donc en fait, ce pastoralisme, il est le fait d'exploitation d'autosubsistance qui assure un complément de retraite, hein, une sorte d'assurance vie des derniers restants des campagnes balkaniques, surtout autour des centres-bourgs ou à l'écart des villes et des capitales régionales, ou alors d'exploitation double actif dans un contexte de chômage de masse ou de faible revenu. Cette activité pastorale est intéressante, d'autant plus que le lait est également largement subventionné dans l'ensemble de ces pays, à grand coût ou à grand renfort d'aides liées. Et ces entrepreneurs que j'ai appelé contrat social du fait de leur aide liée se font supplanter progressivement par l'émergence d'un secteur lait spécialisé, encouragé par l'ensemble des acteurs des filières laitières. Et donc ces éleveurs en spécialisation
bénéficient de primes au volume en livraison aux laiteries, de la non-dégressivité des aides liées, d'un accès au crédit facilité, d'un accès aux aides d'investissement agricole, salles de traite, mécanisation. Et donc, la dimension pastorale de ces systèmes diminue rapidement. De l'autre côté, on a un autre socle d'entrepreneurs du pastoralisme que j'ai appelé entrepreneurs d'un pastoralisme mobile, dans lequel on compte les grands transhumants, des éleveurs pastoraux et puis des éleveurs estivants. Alors, les grands transhumants, ils sont définis par une mobilité saisonnière et plutôt un statut d'extraterritorialité du fait de leur hivernage hors de la région. Donc, ça peut être illustré par les transhumants en estive qu'on a rencontrés sur le territoire de Livno, qui venaient de la région de Travnik, plus au nord, voilà, en haut, ou les transhumants du massif du Char, sur les images du bas, qui hivernent dans la place de Prizren et qui montent en estive tout au sud du Kosovo, dans les grandes montagnes du Char, qui sont transfrontalières avec la Macédoine et l'Albanie. On a ensuite les éleveurs pastoraux. Alors, eux, ils sont plutôt sur une mobilité journalière à proximité des villages d'altitude. Donc, on est sur un pastoralisme de mai à septembre, voire octobre, qui est illustré ici par les troupeaux ovins qui pâturent le plateau d'altitude de Sjenica ou les dolines du plateau karstique dans le Has. Et les éleveurs pratiquent souvent la transformation à la ferme de leurs produits. Et ensuite, on a dans ce pastoralisme mobile les éleveurs estivants. Donc, on est sur une mobilité saisonnière à proximité des villages d'altitude, mais pas de statut d'extraterritorialité. Hein. C'est vraiment une mobilité saisonnière par les gens du coin, qui est illustrée ici par le cas de la chèvre du Has, qui est bergée sur le plateau karstique en hiver dans les poyas, hein, ces bergeries traditionnelles, en proximité des fermes, et qui vont en estive sur le mont Pachtrikout, en haut à plus de 1000 mètres d'altitude. Mais une pratique en déclin parce que voilà, aujourd'hui, on amène l'eau près des fermes, on amène le fourrage, donc une catégorie en déclin. Cette cartographie des acteurs mobilisés autour des cahiers des charges donc, se réorganise en coalition autour de différentes traductions, parfois conflictuelles, autour des catégories proposées par le cahier des charges. Donc, je vais passer rapidement sur le relevé de ces incertitudes et conflits qui ont émergé sur l'ensemble des 5 processus de constitution des IG. Peut-être pour commenter plus rapidement la manière dont ces controverses s'organisent autour de 2 coalitions typiques. D'un côté, on a une coalition domestique industrielle emmenée par les laiteries qui organise un travail catégoriel très actif autour des points de passage liés aux activités de transformation et de mise en marché des produits, hein, en association avec les technologues, les autorités sanitaires et les éleveurs spécialisés. Donc là, on privilégie des traductions standardisées, étalonnées sur les normes marchandes, qui allègent à l'échelle des exploitations toutes les exigences sur l'alimentation, le taux de pastoralisme, etc. Et d'autre part, on a une coalition patrimoniale emmenée par les éleveurs pastoraux, souvent en association avec des ONG de développement rural, qui sont appuyés plutôt par des zootechniciens, des économistes agraires, des anthropologues, et puis les acteurs de la préservation de la biodiversité et les ministères en charge du développement territorial, voire les autorités locales. Et donc, ces coalitions produisent des éléments de traduction qui insistent plutôt sur les pratiques pastorales à l'échelle de l'exploitation, vous l'aurez compris. Et on va travailler là un produit saisonnier, plutôt lait cru, avec des outils traditionnels de transformation. Et donc, ces coalitions produisent des objets frontières, donc les cahiers des charges IG, qui, d'une part, effacent les incertitudes locales en fixant des règles de production fixées une fois pour toutes dans le cahier des charges et qui font voyager ensuite cette promesse d'origine sur les marchés et dans les échanges commerciaux standardisés. Et donc, quand on regarde les résultats de ce travail catégoriel de mise en cahier des charges, sur les 5 cas d'études, ce qu'on peut voir, c'est que les coalitions patrimoniales strictes permettent une mise en visibilité intéressante des pratiques traditionnelles, mais elles peinent à faire voyager dans les échanges marchands leurs produits. Donc, en fait, on a des IG enregistrés, mais qui sont assez peu utilisés sur les marchés.
Et dans des conventions un peu plus mixtes, un peu plus flexibles, hein, qui tirent sur la convention domestique industrielle, on valorise mieux les produits sur les marchés, mais alors on peut s'interroger sur le risque d'érosion des critères pastoraux dans les définitions un peu trop inclusives des modes d'élevage. Et puis Claire, peut-être un dernier mot, ouais. et j'en ai fini, sur les grands absents de ces démarches. Les nomades, figure emblématique de ces produits-là, mais qui sont souvent exclus des cahiers des charges du fait de leur statut d'extraterritorialité. Les indifférents, tous les conditionneurs, maquignons, metteurs en marché qui sont sur des marchés régionaux ou marchés d'export et qui n'ont pas d'intérêt à une démarche patrimoniale du fait de la nature de leur marché, mais qui sont clés dans le maintien du gros de l'activité pastorale dans la région. Et puis les invisibles, les caméléons, les troupeaux mixtes, ou les innovants, les entrepreneurs d'un pastoralisme d'estive, vache allaitante ou ranching au vin viande, qui sont des modèles extensifs qui se développent avec des bonnes rentabilités, mais parce qu'ils ont des pratiques assez innovantes et changeantes, ils sont pas tellement candidats pour ces démarches de patrimonialisation. Donc voilà, donc la question, c'est voilà, ce constat nous invite à continuer cette réflexion sur les pratiques de patrimonialisation adaptées aux enjeux pastoraux actuels. Est-ce que les IG ou les standards ou d'autres standards sont de bons candidats? Qu'est-ce qu'ils arrivent à embarquer du pastoralisme voilà, dans l'épaisseur et la texture des mondes qu'ils standardisent, et qu'est-ce qu'ils laissent de côté? Voilà, j'en ai fini avec. Merci beaucoup, Claire. Donc, comme annoncé, on va prendre peut-être quelques questions, mais qui soient des questions vraiment de compréhension. Là, c'est juste pour quelques minutes pour pouvoir pas trop prendre de retard dans la suite du. Voilà, donc s'il y a une ou deux questions de compréhension par rapport à la présentation qui vient d'être faite, vous pouvez lever la main, par exemple. On va. Alors. Alors, parmi les 30% d'IG, quelle est la part des fromages une question de Christian Cornio que je vois dans le chat. Je C'est peux une bonne peut-être question. répondre. Et après, je vois qu'il y a une main levée de Marie-Odile Nazière-Petit. Du coup, peut-être pourra prendre la parole après. Alors, j'ai l'impression qu'ils sont majoritaires, mais je n'ai pas fait le ratio les viandes. Enfin, oui, fromage, autres produits. Mais merci, je prends pour affiner. C'est le cas de le dire. Marie-Odile, J'ai plein de questions. Je vais simplement poser c'est une question. question de Ouais, compréhension là, voilà. juste, hein, Je vais poser d'accord? une Parce question qu'il y aura un temps de voilà. débat J'ai plus. essayé de. Après, on aura le temps d'en discuter. Je ne sais pas si je serai au débriefing parce que j'ai une autre réunion après, mais on aura le temps d'en discuter à un autre moment. Ma question de compréhension, elle est les catégories que tu nous soumets là. Pour avoir fait le travail de croisement de cahier des charges à maintes reprises, j'aurais bien aimé que tu nous dises un peu plus de comment tu les as définis, parce qu'il me semble quand même qu'il y a une partie qui sont effectivement prédéfinies et une autre partie qui sont de ta lecture. Enfin voilà, ou comment voilà, il y a des items, par exemple, que je me serais attendue à retrouver, que je ne retrouve pas, du type choix génétique, tu vois, voilà. La limitation de la productivité, elle n'est pas systématique. Donc, il y a probablement quelque chose, un arbitrage que tu as dû faire entre les catégories prédéfinies, qui sont en plus de ça issues d'une histoire, on pourra y revenir, et ce que toi, tu as travaillé. Oui, J'aimerais bien que merci tu éclaircisses. Marie-Odile. Alors, les catégories, en fait, comme on travaille sur des cahiers des charges qui ne sont pas uniquement européens, mais qui sont aussi, qui répondent aux nomenclatures ou de l'OMPI ou des cadres domestiques. J'ai regardé ce qui était commun ce qui faisait plus petit dénominateur commun à l'ensemble de ces différents cadres législatifs. Et donc, c'est pour ça que je suis tombée sur ces 5 catégories: non, produits, matières premières, transformation, territoire. Et après, effectivement, la slide où je regarde plus spécifiquement comment on met en visibilité à l'intérieur de ces catégories
les activités pastorales, c'est pas c'est pas exhaustif. Et en fait, ça reflétait ce qui a été discuté dans les cahiers des charges des cas d'études. Mais typiquement, c'est vrai que la question de la race sont pas aussi prégnantes que ce qu'on peut avoir en France. Voilà. Oui, mais tu vois, l'encadrement de la productivité semble être très prégnant, alors que ça, c'est une vraie question. Et ben, Pardon, ouais. on va peut-être garder les débats. Et Marie-Odile, tu peux poser intervenir dans le chat et ça ne sera pas perdu. Mais là, on va poursuivre avec simplement une question à Amadi qui a levé la main, une question de clarification, c'est bien ça? Une demande de clarification. Et tout ce qui est justement typiquement les compléments ou les interpellations et les réflexions comme celles qui commencent à être développées là sont très intéressantes et ne seront pas perdues si vous les mettez dans le chat. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Moi-même, je suis issu d'un peuple pasteur, mais surtout du Sahel, dans la région de Tombouctou. J'ai constaté que c'est une présentation sur le pastoralisme dans les Balkans. Ce serait intéressant peut-être de comprendre comment ces pasteurs concilient le pastoralisme avec l'accès aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Voilà un peu ma question. Comment ils concilient en fait, ce sont des pasteurs qui sont mobiles, comment ils concilient l'accès à l'éducation et à la santé tout en restant des pasteurs nomades. Merci. De Et ben, même, j'interromps un peu autoritairement, mais c'est une question extrêmement pertinente et à laquelle, Claire, tu pourras peut-être répondre en fin de séminaire et apporter une réponse circonstanciée. Et s'il n'y a pas d'autres questions de clarification, comme j'ai le rôle ingrat de gardienne du temps, on va peut-être passer la parole à Simon. Merci Amadi, on garde la question, restez avec nous. On répondra, Claire y répondra tout à l'heure. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon, Simon. D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc moi, je vais changer un peu de thématique. Donc moi, c'est Simon Togourdeau, donc du CIRAD, de l'UMR Selmed, qui est Système d'élevage méditerranéen et tropicaux. Et donc moi, je suis spécialiste de la végétation des parcours, avec une grosse question autour de l'utilisation des outils numériques. Hop. Donc en fait, quand on parle de numérique, on parle souvent d'une révolution du numérique. C'est à la fois l'augmentation de la puissance de calcul qui permet d'utiliser de nouveaux algorithmes, à la fois le fait qu'on a maintenant des nouveaux capteurs qui peuvent être maintenant portés soit sur des smartphones, soit sur des drones qui permettent de prendre des mesures qui étaient impossibles auparavant, et aussi la révolution Internet qui fait l'augmentation de la connexion entre les personnes qui permettent d'avoir des bases de données en ligne ou même des systèmes de calcul en ligne. Quand on parle agriculture et numérique, on a toujours cette idée du tracteur connecté avec un drone, un satellite. Et donc, en fait, c'est vraiment quand on commence à s'intéresser à l'usage du numérique en agriculture, c'est vraiment focalisé sur les systèmes de culture, en particulier avec tous ces systèmes de capteurs qui permettent d'avoir l'état de la végétation des différentes cultures en temps réel. Mais en fait, ça pose la question, vu que beaucoup des travaux en agriculture numérique sont vraiment sur ces systèmes très intensifs, quel usage du numérique pour le pastoralisme? Sachant qu'en fait, un des premiers enjeux, c'est qu'on est sur des surfaces très larges par rapport aux champs cultivés, par exemple, et aussi très hétérogènes. Donc, par exemple, en savane, on a à la fois des herbacées, des arbres, des zones de sol nus, ce qui fait que tous ces outils de précision ne sont pas forcément adaptés. Autre point, on est très souvent sur des zones collectives qui fait que du coup, une personne pourrait investir dans un drone mais ne pas en tirer les conséquences, par exemple. C'est aussi l'autre point, c'est aussi que dans beaucoup de régions du monde, les pasteurs n'ont pas une capacité d'investissement dans le numérique très forte. En fait, ce qu'on remarque pour l'instant, c'est surtout que l'usage des outils numériques pour le suivi donc de la végétation et donc des ressources, en fait, pour l'instant, c'est principalement quelque chose qui n'est pas à destination directement des éleveurs, mais plutôt en appui aux politiques publiques.
En effet, là, je vais prendre un exemple de ce qui est fait au Sénégal par le Centre de suivi écologique qui produit chaque année, comme je présenterai juste après, une carte des ressources disponibles à l'échelle du pays. Et ben, en fait, cette carte elle permet de voir un peu les déficits de sources, commencer à pouvoir prédire comment les pasteurs vont être mobiles en fonction de l'état de la végétation. Donc, ça permet par exemple de voir si une saison est très mauvaise dans une région, de commencer à voir qu'il y aura sans doute des conflits avec des zones agricoles. Il y a des questions aussi dans des échelles de mobilité interpays, de savoir si dans un pays la végétation est très mauvaise, de négocier des ouvertures de frontières. Et donc, en fait, aussi, in fine, d'avoir des situations, d'identifier les situations de crise pastorale pour pouvoir mettre en place des solutions comme la mise en place d'aliments bétail. Donc, ça, c'est à ça que sert surtout l'évaluation des ressources quand on y pense en temps réel. Après, bien sûr, on commence à avoir un peu de recul sur ces travaux et ça permet aussi de voir l'évolution de la qualité des pâturages, donc d'identifier éventuellement des zones où les pâturages sont en train de se dégrader. Et il y a eu aussi des travaux qui ont utilisé ces cartes pour pouvoir quantifier tout le carbone qui était stocké, en particulier dans les arbres, donc de pouvoir aussi mettre en avant des éléments sur le bilan gaz à effet de serre du pastoralisme. Et bien sûr, je vais présenter un exemple où bah, tous ces travaux de suivi à large échelle permettent aussi d'évaluer les initiatives telles que la Grande Muraille Verte de reforestation ou de régénération des terres. En fait, quand on parle de numérique et de parcours, on est plutôt pour l'instant à cette échelle-là, où c'est vraiment des échelles à large échelle pour les décideurs politiques. Donc, comme je le présentais, un des exemples, en tout cas dans la zone sahélienne, qui marche bien, c'est un travail qui est fait au Sénégal, où depuis 1987, il y a donc le Centre de suivi écologique de Dakar, qui tous les ans produit une carte de la végétation. Alors, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs du Sahel, au Sahel, il y a une saison des pluies qui est assez courte, et en fait, on mesure à la fin de ces saisons des pluies la quantité d'herbe verte qui reste qui est dans les parcours, comme une estimation de la quantité d'herbe disponible pour toute l'année pour que les animaux puissent manger. Donc en fait, ils font ça avec des campagnes de terrain assez lourdes. Ils essayent de couvrir maintenant presque tout le pays. Ils font des collectes de terrain, puis après, ils vont faire des liens avec des images satellitaires pour faire une estimation de la biomasse disponible. Donc ça, ils le font depuis 1987, ce qui permet maintenant d'avoir aussi un historique de données qui peuvent nous permettre de voir un peu les dynamiques spatio-temporelles de la végétation. Chose assez nouvelle qui a été mise en place dans le cadre du projet CASEC là, qui vient de se finir, c'est que du coup, cette estimation de la quantité de végétation disponible ne se faisait que à la fin de la saison des pluies. Et du coup, on n'avait pas du tout de suivi pendant la saison sèche où on a des pailles qui peuvent être plus ou moins dégradées vite en fonction des conditions, notamment avec des feux de brousse. Donc, il y a Adam Allo qui a fait une thèse où là, maintenant, elle estime en temps réel, on va dire, la quantité d'herbacées, mais sèches, durant toute la saison sèche. Donc, ce qui permet vraiment là de savoir vraiment qu'est-ce qui reste disponible pour les éleveurs. Sur l'approche satellitaire aussi, il y a eu des travaux qui ont été portés par l'Université de Copenhague, là, plutôt sur l'aspect suivi de carbone, où ils ont vraiment focalisé sur essayer de compter tous les arbres du Sahel. Et après, en appliquant certaines équations, ils ont pu le transformer en stock de carbone. Et donc, nous, on a fait tout un travail avec un doctorant, Kofelas Fassinou, pour se dire, on va réutiliser ces données-là pour voir un peu l'impact de certaines initiatives, en particulier la reforestation qui est dans le cadre de la Grande Muraille Verte où en fait on s'est dit, bah voilà, ces nouveaux outils numériques nous permettent d'évaluer à grande échelle l'apport de toutes ces politiques de reforestation. Donc là, c'est juste un exemple de comment, de l'ensemble des parcelles qu'on a suivies dans le Nord Sénégal. Et donc, en fait, on a juste comparé la quantité d'arbres dans les parcelles et la quantité d'arbres hors des parcelles. Et ce qui nous a permis d'avoir ces différents graphiques où on voit la quantité de carbone qui peut être apportée, enfin la quantité de biomasse dans ce cadre-là, apportée par les plantations par rapport à l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a un impact, que du coup, il y a en rouge des plantations qui étaient témoins, qui étaient issues de compagnies privées de gomme d'Arabie qui ont, elles, des très bons taux de succès. Par contre, les plantations qui étaient plutôt liées à des politiques publiques, elles avaient des taux de succès moins importants en termes de stockage de carbone. Donc, on voyait aussi qu'il y avait des différences qui étaient liées plutôt à qui planter dans ce cadre-là. Donc là, c'est aussi un exemple de comment on pouvait utiliser ces images satellites et des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire après du suivi à large échelle des stocks de carbone. Parmi les nouvelles technologies qu'on a aussi utilisées et qui sont intéressantes, c'est donc l'utilisation du drone.
Donc le drone, c'est un appareil volant qui est piloté à distance. Un des intérêts du drone, c'est qu'en plus d'avoir des images à très très haute résolution, donc de l'échelle du centimètre, on a aussi des informations sur la structure 3D. On a montré que tous ces travaux, le drone nous permettait de prédire la quantité de biomasse herbacée, la quantité de biomasse ligneuse. Le problème, c'est que du coup, ce drone, il est utilisable sur quelques hectares. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est souvent à cette échelle-là qu'est la très forte hétérogénéité des pâturages. Comme vous pouvez le voir là sur la photo, où on voit que sur une très petite échelle, on a quand même des zones avec beaucoup d'arbres, des zones de sol nu, un peu d'herbacées. Donc en fait, c'est cette échelle-là qu'on a besoin de capter. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait des données de terrain, des données de drone. On a créé en fait des cartes de biomasse à des échelles très très fines, donc de quelques centimètres. Et après, on a fait le lien avec de l'imagerie satellitaire. Et donc, en fait, plutôt que de faire une calibration directement entre des mesures de terrain et l'imagerie satellitaire, on a mis entre les deux une étape drone. Donc, voilà juste un exemple de la calibration. Et en fait, on a pu faire une carte des ressources à l'échelle du Sénégal, sachant que par rapport à ce que faisait le centre de suivi écologique, on avait fait les calculs et ce type de suivi, où on intégrait le drone qui permettait de diminuer la quantité de travail sur le terrain, revenait à 3 fois moins cher. Donc en fait, on a proposé ces solutions, de dire bah voilà, même si le drone ne permet pas de cartographier l'ensemble du pays, il peut être intéressant d'utiliser l'outil drone comme une étape intermédiaire pour diminuer les coûts pour les États pour suivre les ressources naturelles. Et en fait, le drone a quand même des problèmes, c'est-à-dire que du coup, il y a des problèmes de législation. Tout le monde ne peut pas voler de drone et on a certains besoin de permis. Donc, il faut toujours qu'il y ait une équipe d'experts qui aille sur le terrain, qui fasse la collecte de données. Et donc, en fait, ça pose toujours question de les personnes doivent faire le tour du pays avec le drone. Et donc, en fait, on a eu une réflexion. Il y a un article qui est sorti il y a 2 semaines où on voulait utiliser les mêmes processus d'analyse d'image, mais à partir de données photos. Et donc, en fait, là, par contre, l'idée, donc vous voyez, là, on avait fait des essais où, en fait, on arrivait, grâce à des photos d'herbe, à estimer la quantité d'herbe disponible via des processus d'analyse d'image. En plus, il y a aussi d'autres collègues au CIRAD qui ont développé des applications qui permettent l'identification botanique, donc qui s'appellent PlanteNet. Et donc, en fait, l'idée, c'était de dire, bon, bah voilà, on a maintenant des outils qui montrent qu'à partir de smartphones, on est capable de faire des estimations de l'état de la végétation. Et donc, ce qu'on a proposé là, l'article est sorti juste à la fin du mois dernier, là, c'était de proposer comment on pouvait mettre en place un observatoire des ressources via des acteurs de terrain en utilisant des smartphones. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire que les éleveurs ou d'autres agents prennent des photos, ça nous fait une estimation locale de la quantité de végétation. Soit les éleveurs, ils ont un retour d'information en fonction des différents systèmes qu'on a proposés. À partir de l'ensemble de ces photos qu'on a à l'échelle du pays, on peut calibrer ça avec des imageries satellitaires et avoir du coup une carte de la biomasse disponible à l'échelle nationale. Donc en fait, les questions qu'il faut se poser quand on veut installer ce type d'observatoire, c'est déjà dans la zone qui nous intéresse, est-ce que c'est une échelle nationale ou une échelle plus fine, de savoir qui sont les utilisateurs finaux de cette carte. Est-ce que c'est que des politiques publiques? Est-ce que c'est aussi des éleveurs? Est-ce que c'est des ONG? Du coup, ça identifie quelles variables on doit mesurer. Donc, on doit aussi développer des calibrations entre nos images et ces variables-là. Ensuite, la deuxième question, c'est qui sont les personnes qui vont collecter la donnée? Et donc, en fait, la question derrière, c'est quelle motivation? Est-ce que c'est des personnes qu'on va payer soit en les intégrant dans leur charge de travail, par exemple des agents du ministère, ou en développant un autre système de suivi séparé? Dans ce cas-là, on peut se permettre d'avoir des sites fixes où ces personnes reviendraient chaque semaine sur le même site pour nous faire un état de la végétation. Soit la motivation des gens qui prennent des photos, c'est d'avoir un retour d'information. Et dans ce cas-là, ce qui est le cas par exemple de l'application PlanteNet, et dans ce cas-là, en fait, les gens, ils prendraient des photos que quand ils en ont envie, quand ils ont besoin d'avoir une information. Donc en fait, on a le problème que la répartition des points ne serait pas du tout homogène. Après, quelle que soit la stratégie, on obtient des images, on fait notre processus d'analyse des images, on a des estimations des variables d'intérêt qui peuvent du coup être redonnées aux personnes qui ont pris les photos, du style la quantité de biomasse ou est-ce qu'il y a une espèce toxique pour mes animaux, etc., etc., qui permettrait de motiver les gens à prendre des photos. Si les sites sont pris de manière totalement libre, il faut bien comprendre quand est-ce que les personnes prennent des photos. Est-ce qu'ils les prennent de manière systématique ou ils les prennent que quand ils ont une espèce qu'ils ne rencontrent pas? Donc, identifier les biais dans la prise de données. Faire un lien entre ces variables et les images satellitaires pour produire des cartes qui reviendront aux utilisateurs.
Donc en fait, voilà exactement le processus qu'on a proposé dans cet article, là, qu'on aimerait pouvoir mettre en place. Et donc en fait, il y a toujours des questions de bien savoir quels sont les besoins des éleveurs pastoraux. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'estimation de la ressource ou est-ce qu'ils ont leur système de collecte de données? Donc, est-ce qu'ils ont vraiment besoin du numérique ou en fait, les éleveurs, ils savent soit reconnaître à l'œil via leur savoir locaux la qualité de la végétation, soit via des systèmes d'information, ils sont capables de savoir où est la biomasse disponible. Il faut quand même se poser des questions de si on met en place des outils numériques que certains éleveurs les plus riches pourraient avoir accès à cette information et d'autres éleveurs non. Donc il faut quand même se poser la question de quel est l'impact de la différence d'accès à l'information. Quelles sont les variables que les éleveurs auraient besoin comme information pour faire le suivi de la végétation? Et sous quel rendu? Est-ce que les éleveurs, ils ont besoin de chiffres ou ils veulent plutôt avoir des appréciations? Et après, la question, c'est une fois qu'on a réfléchi à mettre en place cet observatoire, c'est quelle source de financement pour le rendre pérenne? Parce que même si c'est des personnes, entre guillemets, bénévoles qui prennent des photos, il faut quand même faire tourner des serveurs, etc. derrière. Donc voilà, donc ça, c'est un peu des réflexions qu'on a eues là dans cet article qui vient de sortir. Et l'idée, c'est de trouver maintenant des cas d'études où on pourra mettre en place ce type d'observatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Simon. Donc on va faire comme tout à l'heure, quelques questions, voilà, une ou deux, plutôt de compréhension là dans un premier temps. Donc je vais regarder s'il y a des mains qui se lèvent. Il y avait une demande dans le chat d'avoir le lien vers Oui, l'article, le mais lien pour l'article, du coup, ça tu pourras le mettre peut-être tout à l'heure. Sandrine et Youssef viennent de le mettre, donc il y a eu deux sources différentes, donc c'est bon. D'accord. Très bien. Donc je vois pas pour l'instant de main levée. Moi, je veux bien te poser une question. Je ne trouve pas où on lève la main, là. Vas-y, Emmanuel. Ok. J'essaie d'envoyer sur le chat, mais j'ai pas réussi. Oui, alors moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et donc, merci beaucoup. Juste une question. Qui fait partie de la gouvernance du système d'observatoire? Est-ce que les usagers, par exemple, sont des participants à cette gouvernance? Bah, ça fait partie des questions à résoudre, c'est-à-dire enfin, voilà, il y a un seul exemple de type d'observatoire qui ressemble. Il y a des observatoires en système de prairies qui sont faits par exemple en Irlande, et il y en a un qui est en train de s'installer en France métropolitaine. Donc là, c'est plutôt via des instituts comme l'Institut de l'élevage qui mettent en place ces observatoires. Donc c'est géré via ces personnes-là. Et il y a un exemple en Mongolie où c'est un système de suivi photo qui a été mis en place. Et là, c'est la Fédération des éleveurs pastoraux qui porte voilà. Donc en fait, ça dépend je pense que c'est toujours une question de euh, qui est impliqué dedans. Donc typiquement, l'appui de la recherche et surtout la mise en place de ce type d'observatoire, aussi bien des questions de technique que des questions, justement, ces questions de gouvernance, de choix des sites, etc. Après, ça pose la question de la pérennité. Et du coup, est-ce que c'est les États qui prennent en charge ces frais-là? Est-ce que c'est plutôt des associations d'éleveurs qui ont besoin de cette information? Donc voilà, c'est toujours la question de qui a besoin de l'information, qui est prêt à payer pour, et du coup, après, bah, qui la gère, quoi. Alors, il y a une autre main levée. Véronique, est-ce que passe la parole ou est-ce que on commence l'autre Euh, présentation? Tamsir, si c'est une question de compréhension En fait, et pas un point de débat, non, pas un point de débat. Merci Simon, c'est extrêmement intéressant. Juste pour informer qu'en tout cas au niveau du Sénégal, le ministère en charge de l'élevage, avec Ibra Touré, on l'avait rencontré dans le processus de révision de la loi d'orientation agro-pastorale. Il était question de de l'intérêt d'avoir un observatoire sur le pastoralisme. Et ce serait bien qu'on arrive à structurer ces avancées en termes d'utilisation du numérique pour qu'ils soient des outils de gouvernance. Et ça prend tout l'intérêt de l'intervention du précédent orateur sur qui va gouverner ces outils-là. Il faudrait que ça ne soit pas des outils
en déphasage, en décalage avec ce que nous avons en termes de gouvernance? Comment arriver en termes de recherche à accompagner ces processus-là? Ça va être extrêmement important. Et sur le drone, Simon, comment arriver à connecter les images drone? Pardon, Tamsir, est-ce que tu peux, parce que là c'était un point d'information extrêmement intéressant aussi, que tu peux peut-être réécrire dans le chat, s'il te plaît, ce que tu viens de dire, comme ça il sera gardé et remis Oui, sur le mural. oui, Et puis, si c'est oui. d'autres points Très d'information, bien. on va peut-être on va peut-être passer la parole au troisième intervenant, à moins que ce soit là une question de compréhension que tu poses. Mais si c'est un point d'information ou un apport, Je mets-le vais dans en le discuter chat. avec Simon après. Voilà. Voilà. Oh non, mais avec nous aussi, ça nous intéresse, mais mets-les dans le chat. OK, parfait. Merci, Tamsir. Pardon, hein. Et du coup, Alexandre, tu peux installer ta présentation? Ça fonctionne, on peut y aller. Voilà, merci, désolé. Je trouvais plus l'endroit pour ouvrir mon micro. Vous m'entendez bien, vous voyez? C'est bon? Oui. Très bien. Ok. Eh bien, merci Véronique et merci à toute l'équipe là de me donner cet espace de présentation. Donc, je suis vétérinaire écologue et j'ai pas vraiment beaucoup d'expertise en pastoralisme. J'ai principalement travaillé plutôt avec des sociétés agro-pastorales en Afrique australe en interaction avec des aires protégées. Mais ce que j'aimerais présenter aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de programme de recherche, parce que ça fait un an maintenant que je suis arrivé en Afrique de l'Est. Je suis basé au Kenya, à l'île Rhi. Ce programme de recherche, je l'ai rapidement synthétisé en disant promouvoir des territoires pastoraux sains. Alors, il faut que je trouve comment avancer. Donc, ce qui m'intéresse dans le pastoralisme, c'est que c'est une association entre des écosystèmes de savane. Donc, je vais principalement prendre l'exemple des savanes africaines, hein, donc des écosystèmes de savane africaines, donc qui sont très étendus en Afrique, comme vous le savez, qui sont en lien avec des sociétés pastorales qui se sont développées dans le cadre de ces écosystèmes et qui reposent sur des systèmes extensifs de production animale. Donc, ces interactions entre ces écosystèmes de savane et ces sociétés pastorales, c'est là que j'ai envie d'en créer un peu ma présentation. Si on revient très rapidement sur l'origine et l'histoire des savanes africaines, bien sûr, elle précède ces savanes, l'évolution de ces savanes, l'arrivée des humains et de l'élevage. Plusieurs dizaines de millions d'années, on va dire, au cours desquelles les plantes, les C4, les arbres les ongulés africains ont coévolué ensemble. Cependant, depuis l'arrivée de l'élevage et dans les sociétés humaines, il y a quelques milliers d'années, eh bien, il y a eu une coévolution en fait entre ces écosystèmes de savane et ces sociétés pastorales. Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'interdépendance entre les écosystèmes et les sociétés pastorales. Alors, on s'imagine facilement que des sociétés pastorales auraient du mal à continuer à vivre, à exister sans des savanes, mais j'interroge aussi l'inverse. Est-ce que les savanes pourraient continuer à vivre sans les sociétés pastorales, en tout cas telles qu'on les connaît aujourd'hui? Si on regarde un peu la littérature, on se rend compte que dans des parcs nationaux comme le Kruger ou d'autres en Afrique de l'Est, que l'on vend aux touristes internationaux comme de la nature vierge et intouchée par l'homme, eh bien, on se rend compte en fait que ces écosystèmes de savane portent encore les traces des sociétés pastorales qui étaient là avant et qui ont été extirpées pendant les périodes coloniales à travers, par exemple, les anciens enclos ou krals ou bomas dans lesquels était retenu le bétail et donc qui ont fertilisé grâce à la manure la terre et qui aujourd'hui se retrouvent en hotspot de nutriments qui vont influencer l'écologie des ongulés, qui vont influencer l'écologie des prédateurs et donc qui, au final, vont influencer le fonctionnement des écosystèmes de savane aujourd'hui.
Donc, cette coévolution entre les systèmes pastoraux et les écosystèmes de savane, au lieu de parler de protection de la biodiversité, ces écosystèmes, on peut les envisager comme, enfin, avec un objectif de protection de la diversité bioculturelle. Donc, au-delà de juste la biodiversité, la diversité bioculturelle. Alors bien sûr, comme vous le savez, c'est socio-écosystème de savane. Donc, je vais définir ici le terme socio-écosystème comme l'association entre les sociétés pastorales et les écosystèmes de savane qui les hébergent. Ben, ils font face aujourd'hui à des changements globaux que vous connaissez bien. Évidemment, les changements climatiques, le changement climatique qui est notamment un impact fort sur ces écosystèmes arides et semi-arides, mais aussi les changements socio-économiques, avec notamment une privatisation, des risques de privatisation des parcours qui ont été gérés jusque-là par les sociétés pastorales en commun, des problématiques des changements de migration, des conflits politiques, etc. Une autre façon de regarder un peu la problématique des socio-écosystèmes de savane en Afrique aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les accords internationaux qu'ont signés la plupart des pays africains, notamment les objectifs de développement durable et le plus récent, le cadre global de la biodiversité de Montréal, qui a été signé en 2022, eh bien, ces accords comprennent des cibles, notamment pour 2030, qui en fait vont déterminer, ont déjà créé une lutte pour l'accès aux terres en Afrique. Donc, j'ai réutilisé The Scramble for Africa, qui est un livre sur le colonialisme en Afrique assez connu, mais là, on observe à peu près la même chose. Donc, si on prend par exemple l'ODD 2, donc la fin de la fin pour 2030, j'aurais pu en prendre d'autres. Eh bien, ça veut dire convertir de grands espaces pour l'agriculture, pour nourrir une population qui est en train d'exploser en Afrique, comme vous le savez. Si on prend la cible 3 du cadre global de la biodiversité, où l'objectif est de conserver 30%, d'avoir 30% d'aires protégées terrestres pour 2030. Et là encore, on est à peu près à 17% en moyenne en Afrique, donc ça veut dire transformer un très grand nombre de terres en aires protégées. Et la façon dont on organise l'espace aujourd'hui, qui se fait principalement par du land sparing, c'est-à-dire que on fait de la conservation de la biodiversité dans certains espaces, on fait de la production agricole dans d'autres espaces, eh bien, ça veut dire que les savanes, notamment parce que ce sont des espaces souvent communs. Ce sont des espaces aussi qui, pendant la période coloniale et à travers aussi la période postcoloniale, sont des espaces qui sont perçus comme peu productifs, parfois aussi perçus comme qui ne respectent pas l'environnement. Eh bien, les savanes vont se retrouver au cœur de cette lutte pour l'accès aux terres et la transformation en terres agricoles ou en terres pour la conservation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces socio-écosystèmes de savane sur des trajectoires un peu différentes que celles qui apparaissent aujourd'hui? Donc, je vais commencer par proposer deux cadres théoriques pour envisager d'autres trajectoires pour ces socio-écosystèmes. Donc, le premier, c'est celui proposé par David Obura, qui est le président de l'IPBES et de ses collègues. Il a proposé en 2021 l'approche de terre partagée, donc shared earth, qui est en fait une approche en opposition au land sparing. Donc là, on appelle ça du land sharing, donc du partage de terre, qui en gros dit que, en fait, dans les mêmes espaces, on peut à la fois conserver la biodiversité et produire pour les sociétés qui vivent dans ces espaces, dans des paysages partagés. Et pour proposer cela, il s'appuie sur une approche holistique et systémique pour la réalisation de tous les ODD dans le même territoire. Et il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est comme ça que j'interprète, à travers aussi le prisme de la notion de justice environnementale, qu'on peut présenter comme à la fois de la justice distributive, c'est-à-dire un accès équitable aux ressources, une justice procédurale, c'est-à-dire reconnaître que les acteurs pastoraux peuvent prendre les décisions et doivent prendre les décisions qui sont en lien à leur territoire, et une justice de reconnaissance
des cultures pastorales, des savoirs traditionnels pastoraux. Donc ça, c'est le premier cadre théorique. Le deuxième cadre théorique, qui est un peu moins, enfin, qui est entre théorique et qui est appliqué d'ailleurs, c'est un cadre qu'on a développé au CIRAD avec nos partenaires, qui s'appelle la santé des socio-écosystèmes, qui propose un cadre pour la gestion d'écosystèmes agricoles et naturels sains et résilients. Donc là, on voit encore que c'est une approche de land sharing. Et l'objectif, c'est de promouvoir des trajectoires durables pour les socio-écosystèmes de savane en travaillant sur les synergies et les compromis, donc synergies and trade-offs, entre les deux différents compartiments de la santé, c'est-à-dire la santé humaine, la santé du bétail, la santé de la faune sauvage, la santé des sols, la santé des écosystèmes, etc. Et donc, la partie plus appliquée, c'est que ce cadre théorique propose une approche de coproduction des savoirs et coproduction des interventions de recherche, de développement, etc. Ces approches de land sharing, elles interrogent bien sûr notre relation à la nature et de continuer la transition de la vision du monde qui est l'héritage des empires, des périodes coloniales et même des périodes postcoloniales des gouvernements postcoloniaux en Afrique, de cette vision du monde, de la domination de la nature par les sociétés humaines, vers une vision du monde où, en fait, ben, les sociétés humaines sont dépendantes de la nature. Et donc là, en faisant cette transition, on se rapproche un peu des cultures pastorales où ben, le respect de l'écosystème, des pâturages, etc., est indispensable à la survie de ces sociétés. Alors, pour éviter de prendre trop de temps, vous aurez accès, je pense, au PDF et donc à ce QR code qui vous mènera vers un séminaire que j'ai donné à l'ILRI en juin, où je passe un peu plus de temps pour vous présenter des concepts clés pour l'application, la mise en place de ces cadres théoriques, qui sont évidemment une approche territoriale, de l'interdisciplinarité et de la transdisciplinarité, c'est-à-dire apprendre à travailler avec des non-chercheurs avant même la conception des questions de recherche, les outils et les méthodologies participatives qui requièrent une expertise très précise, n'importe qui ne peut pas le faire, la justice environnementale, j'en ai déjà parlé, et surtout une remise en question de nos rôles de chercheurs, de gestionnaires, en fait une remise en question des rôles de chacun dans la coproduction d'interventions que j'ai présentée. J'aimerais terminer dans les quelques minutes qui me restent, pour donner un exemple du Kenya et quel cadre plus opérationnel on peut utiliser pour répondre à ce type de questions. Donc, sur la carte du Kenya à gauche, vous pouvez voir en vert clair et vert foncé l'ensemble des aires protégées, c'est à peu près 14% du territoire. Et en marron, ce sont des conservancies. Donc, il y en a à peu près 200 au Kenya, c'est plus de 15% du territoire. Ce ne sont pas des aires protégées et une grande partie d'entre elles sont gérées par les communautés locales et le plus souvent par des sociétés pastorales, Maasai, Samburu, etc., Turkana. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ces conservancies, qui sont délimités, qui sont des territoires, eh bien, on a souvent des associations avec des opérateurs privés, notamment de tourisme, euh, pour, euh, euh, pour mettre en place des activités économiques touristiques. Alors, ces conservancies, donc il y en a plus de 200, à chaque fois, c'est des modes de gouvernance, de contrats, etc., qui sont plus ou moins fonctionnels. Mais ces conservancies, elles font face bien sûr aux changements globaux dont j'ai parlé au départ. Et donc, une approche intéressante pour ces conservancies, c'est la nouvelle catégorie de l'UICN qui s'appelle, bon alors l'acronyme est quand même pas facile, ça s'appelle les OECM, en français c'est les autres mesures efficaces de conservation par zone. En gros, ce sont reconnaître dans certains territoires le fait qu'il y a des bons niveaux de biodiversité qui sont conservés en dehors des aires protégées. Donc, le premier critère des OECM, c'est de ne pas être une aire protégée, ce qui correspond bien au Conservancies. Et le reste des critères, c'est bien sûr mettre en place du suivi et évaluation pour bien montrer que cette biodiversité est conservée, mais surtout aussi reconnaître la gouvernance et la gestion de ces territoires aux acteurs locaux, donc ici les sociétés pastorales, qui les ont gérés jusqu'ici.
Donc, il y a vraiment une dimension de justice, de reconnaissance, comme j'ai parlé. Et surtout, l'UICN, en ce moment, est en train de travailler avec les États, notamment au Kenya, pour insérer cette législation dans la législation kenyane et donc faire en sorte que, eh bien, il y ait une reconnaissance de ces territoires qui pourrait donner aux sociétés pastorales un peu plus d'assurance sur les risques d'appropriation et de privatisation des terres. Donc ça permet de conserver la diversité bioculturelle de ces territoires qui ne sont pas des aires protégées. Par contre, ça n'apporte rien en termes d'appui aux activités agricoles des sociétés pastorales. Et donc là, le deuxième cadre opérationnel qu'on aimerait mobiliser, ce sont les principes de l'agroécologie. L'agroécologie, il y a 13 principes. La plupart du temps, ils sont appliqués principalement aux cultures ou aux systèmes mixtes, mais très peu, en tout cas, au pastoralisme. Alors, je sais que Selmet le fait un petit peu en Afrique, enfin, le fait en Afrique de l'Ouest, mais dans le reste de l'Afrique, ça a été très peu fait. Et quand on regarde un peu ces 13 principes de l'agroécologie, bah, ils s'appliquent bien aux sociétés pastorales, notamment pour les aider à faire face aux changements globaux, aux changements climatiques, à l'adaptation, tout en respectant évidemment les écosystèmes de savane dans lesquels ils évoluent. On a aussi, vous voyez, la co-création de savoir, le principe 8, la participation, le 13, la gestion des ressources naturelles et des territoires, le 12. Donc, ça permet aussi une reconnaissance et un accompagnement des cultures, des sociétés pastorales, des cultures pastorales, à travers bah, les différents défis qui les menacent. Et donc l'idée, c'est bien de faire converger en fait ces deux cadres opérationnels, les critères OECM et les principes de l'agroécologie, pour co-construire avec les acteurs locaux des trajectoires durables, saines, des socio-écosystèmes de savane. Voilà. En conclusion très rapide, ce que je fais maintenant quasiment tout le temps, c'est de dire ces deux rapports de l'IPBES, le rapport Nexus et le rapport changement transformatif, sont des sources quasiment infinies, évidemment non, mais quasiment infinies d'expériences, de solutions, nature-based solutions, notamment pour promouvoir des territoires dans lesquels on peut à la fois conserver la diversité bioculturelle et accompagner une production agricole, euh, donc d'élevage durable et respectueuse de l'environnement. Voilà, je vous remercie. Merci Alexandre. Donc on va passer d'abord à peut-être une ou deux questions de compréhension vraiment portant sur la présentation d'Alexandre. Et puis après, on ouvrira les échanges plus largement. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais peut-être que vous pouvez lever la main, ceux qui auraient une question de compréhension, parce que je pense qu'il y a des questions de différentes natures dans le chat et qui ne sont pas toutes des questions de compréhension. Bah, vous voulez que je réponde à celles qui sont dans le chat, qu'on attend un peu? Oui, bah peut-être qu'on peut. Bon, très rapidement, la première qui est comment est-ce qu'on met en place la justice environnementale et notamment les modalités d'implication des acteurs locaux, des acteurs pastoraux dans les prises de décision. Bon, comme j'ai dit, ça c'est un projet de recherche, mais en fait, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, en dehors des OECM et de l'agroécologie, ben, la mise en place d'approches santé des socio-écosystèmes, on est déjà en train de le tester au CIRAD à travers des projets Prosuli en Afrique australe, le projet Santé Territoire. Là, en ce moment, on est sur un projet One Limpopo, One Health au Mozambique, dans une zone tampon avec des communautés locales proches du parc national du Limpopo. Et bien là, pour répondre à la question, on a mis en place un processus participatif long, fastidieux, mais qui permet en fait de construire un plan de gestion, de co-construire un plan de gestion de la zone tampon, où pour la première fois, eh ben, tous les acteurs locaux ont eu le droit à dire, voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la responsabilité de chacun et comment on va se mettre en ordre de marche avec les autres acteurs du parc, du gouvernement, etc., pour gérer cette zone tampon. Voilà.
Et merci. Alors, j'ai Après, il y pas a une vu d'autres et la mains deuxième levées. question, très rapidement, est-ce possible de parler d'un cas particulier? L'agroécologie doit s'appliquer normalement à toutes les pratiques agricoles, notamment l'élevage et notamment l'élevage pastoral. Donc, même si ça a été très peu fait, normalement, ça fait autant, le pastoralisme fait autant partie de l'agroécologie que les cultures ou les systèmes mixtes culture-élevage. C'est mon point de vue. Ok. On peut peut-être passer à la phase plus générale de discussion. Alors, ça n'a pas forcément été évident parce que les présentations étaient évidemment. Alors, Alexandre, il faudrait que vous arrêtiez de partager. Je crois que l'écran est toujours partagé. Ah, pardon. Euh, Voilà. Je cherchais la fenêtre, effectivement, depuis un bout de temps, mais Donc, alors je sais pas, ça va. Soit on peut repartir un peu de ce qu'il y avait dans le chat des points communs. Peut-être Serena aussi, tu as des idées sur comment, de quoi on peut partir, ou sinon je regarde les mains qui se lèvent s'il y a des réflexions un peu plus générales maintenant sur chacune des présentations ou sur des liens entre elles. Il y avait une question dans le chat, enfin, il y en a quelques-unes que j'ai reposées parce que elles avaient été dites mais pas écrites et pour les garder. Et puis il y en a une qui a été écrite directement, c'est qui s'adresse à Simon, je crois. Comment le numérique peut-il accompagner les communautés pastorales en transhumance entre entre pays sahéliens et les pays côtiers? En fait, je pense que bon, déjà, le numérique est aussi une source de données pour les chercheurs. Donc, typiquement, là, il y a des travaux qui sont faits sur des colliers GPS. Je ne parle pas que de la végétation, mais qui permettent de comprendre comment les animaux se déplacent, quelles sont les stratégies de déplacement des animaux, etc., etc. Donc, je pense que déjà, c'est une première chose. C'est-à-dire que quand on parle il faudrait déjà analyser les mobilités via ce réseau-là pour comprendre comment les animaux se déplacent. Après, ce que j'avais présenté, c'est aussi cette question-là d'évaluation et même de voir de modélisation après, ce qui a été fait aussi dans le cadre du projet CASEC, où il y a un modèle de transhumance qui avait été établi par un doctorant, où on peut, une fois qu'on a mis en place l'état de la végétation, savoir comment les animaux et les éleveurs vont se déplacer. Donc, c'est peut être ça, déjà, d'avoir eu, dès la fin de la saison des pluies, savoir un peu, bah, est-ce que dans telle zone, on va avoir des éleveurs qui vont se déplacer, de quelles raisons. Donc voilà, donc je pense que déjà, pour les États, en tout cas les pays côtiers, voire même au sein des pays du Sahel, d'avoir ces prévisions de mobilité, c'est déjà quelque chose de très important et de pouvoir aussi savoir la quantité d'animaux qu'il faut recevoir ou les accueillir, etc., etc. Donc je pense que l'information issue des outils numériques peut permettre déjà de faire des travaux. Et après, il y a toute cette approche de prédiction, modélisation qui peut en suivre. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions pour moi, mais en tout cas. Moi, j'en avais peut-être une, comme je vois que voilà, j'en ai pas forcément vu d'autres là pour l'instant, ce qui est un peu dans la continuité. C'est en fait finalement, moi, j'ai pas forcément bien compris quel pouvait être l'usage pour les pasteurs, les éleveurs, quoi, de ces outils-là. Parce que voilà, tu as beaucoup insisté sur le fait que pour l'instant, c'est surtout utilisé pour prévoir à des échelles un peu grandes, mais là, si je comprends bien, l'idée, c'est de les impliquer plus dans la prise d'information. Et du coup, ma question, c'est, mais finalement, pour quel retour pour eux, au-delà de ce que peuvent prévoir les politiques qui peut les concerner, hein, ça, j'ai bien compris, mais voilà, comment est-ce que vous avez d'autres usages en tête et intérêts pour les éleveurs eux-mêmes, quoi? En fait, là, je pense que c'est du coup un peu ce qu'avait dit Alexandre. Il faut vraiment avoir une approche participative quand on développe les outils. Ça veut dire que si on ne sait pas quelles sont les variables d'intérêt pour les éleveurs, bah, on peut proposer tous les outils et ça sera pas intéressant pour eux. En fait, ce qu'on a mis et ce qui finalement, dans les observatoires qui existent déjà dans les situations du monde, finalement, c'est pas, sur les parties en tout cas pour l'élevage, c'est pas des volontaires qui font enfin, c'est pas tout public qui font les images, c'est souvent des observateurs qui sont rémunérés pour faire les observations. Donc en fait, on est plutôt sur le système on a des gens, donc ça peut être des éleveurs, qui ont une rémunération pour collecter la donnée qui ensuite est tout public.
Après, il faut vraiment identifier quelles seraient les variables d'intérêt. Je pense que c'est un gros travail de savoir, en fait, les éleveurs, ils ont besoin de quoi comme information? Je suis pas sûr qu'ils en aient besoin d'énormément. Moi, ce que j'ai vu, c'est les éleveurs, bah, ils voient un pâturage, ils savent combien de temps leurs animaux vont rester, ils n'ont pas besoin d'avoir un outil. Alors après, la question va peut-être se poser s'il y a une nouvelle génération d'éleveurs, s'il y a peut-être des nouveaux éleveurs transhumants, parce qu'on a quand même souvent que des éleveurs qui sont issus enfin, dont leur père était éleveur, etc., etc. Donc est-ce qu'on va pas avoir dans certaines régions, notamment alors il y a éleveurs et bergers, c'est deux choses différentes. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'en Afrique du Nord, ils commencent à avoir des bergers qui sont aussi des migrants d'Afrique subsaharienne. Donc là, ils ont peut-être moins de connaissances. Et donc là, c'est peut-être là où les outils pourraient être intéressants pour permettre ces choses-là. Et après, même sur les réseaux d'information, parce que quand je demandais aux éleveurs au Sénégal quelle était leur stratégie de mobilité, ils disaient, bah, j'ai quelqu'un dans la famille que j'appelle pour voir si l'herbe est bonne à tel endroit. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de cette source d'information de carte. En fait, c'est là, il faut vraiment se questionner. Et je pense qu'il faut, dans un premier temps, bien être clair que tous les travaux que nous on fait sur l'état de la végétation, c'est d'abord pour les politiques publiques. Il ne faut pas le vendre comme quelque chose pour les éleveurs. Et après, voir comment on arrive à mettre en place des choses pour les éleveurs. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Voilà. Donc, je vois soit des cas très particuliers de changement d'écosystème, des espèces invasives qui apparaissent et donc qui font que les savoirs locaux ne sont pas suffisants, soit des personnes qui n'ont plus les savoirs locaux, que ce soit des nouvelles personnes dans le monde pastoral ou au contraire des savoirs qui sont perdus. Là, ça peut être intéressant d'avoir ces outils numériques. Et typiquement, au Maroc, là, maintenant tous les éleveurs et les bergers sont très âgés. Et donc, en fait, on se pose la question de si les outils numériques ne permettraient pas aussi de redynamiser le métier et en même temps de faire en sorte que le problème de connaissances, qu'il n'y a pas eu de transfert de connaissances entre les éleveurs actuels et les nouveaux éleveurs, puisse être comblé par les outils numériques. Et- alors, ok, Alexandre qui a levé la main, peut-être. Ouais, c'est pour répondre, c'est pour enchaîner sur la réponse de Simon. Parce que ce que je trouve intéressant, bon, je suis entièrement d'accord avec Simon, en fait, qu'il faut d'abord demander évidemment ce dont ont besoin les éleveurs. Et c'est intéressant parce que ça fait écho à ce qui se passe dans le One Health. On est en train donc dans l'approche One Health, on essaye de développer, on a des projets qui commencent sur des systèmes de surveillance euh, de la santé animale et de la santé humaine, etc. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ces approches sectorielles. Donc, normalement, un outil One Health, ça ne va pas être un outil de surveillance des maladies. Un outil One Health au sens large, si on prend la santé de l'écosystème, des sols, de l'état des pâturages, ça va être un système de monitoring, de suivi. Et donc, c'est un ensemble d'indicateurs qui vont être co-construits avec les acteurs locaux et qui vont leur servir à quelque chose. Donc, euh, moi, je verrais plutôt la trajectoire comme un outil un peu qui va un peu dans tous les sens, hein, l'état du pâturage, la santé des animaux, les prix du marché, enfin un ensemble d'outils comme ça qui permettent d'avoir, voilà, de répondre à ce dont les éleveurs ont besoin. Peut-être que je peux, je sais pas, Emmanuel, si tu voulais poser ta question éventuellement, parce qu'elle est un peu dans la continuité là, des discussions en cours que tu viens de mettre dans le chat. Bah oui, je me demandais si l'outil est à destination des politiques publiques. Est-ce qu'il y a un risque que les éleveurs, en fait, soient des fournisseurs de données dont ils ne maîtrisent pas l'usage et des données qui, au final, les pilotent? Ah oui, oui, c'est sûr. C'est que là, c'est pour ça qu'il faut, c'est des questions qui se posent, de savoir ce que je disais à la fin de ma présentation, c'est aussi même s'il y a des éleveurs qui ont accès à l'information, la différence entre les différents types d'éleveurs en fonction de leurs revenus, leur accessibilité à l'information. Mais oui, là, c'est pour ça qu'en fait, dans les systèmes qu'on a proposés, c'est plus des éleveurs qui sont rémunérés pour un travail d'observatoire qui permet d'avoir cette information qui est nécessaire aux politiques publiques plus que des éleveurs qui font du travail bénévolement. Donc en fait, il y a deux systèmes de collecte de données. Soit on arrive à trouver des systèmes qui font que les gens prennent des informations, enfin, qui prennent des images et donc qui ont un retour d'information. Donc typiquement, ce qui est le cas dans l'application PlanteNet, qui est totalement notre exemple, où c'est des botanistes amateurs qui prennent des photos et qui après
ont un retour de quelle est la plante qu'ils connaissent pas, qu'ils ont pris en photo. Et derrière, ces données sont utilisées maintenant, par exemple, pour des suivis d'espèces invasives, etc., etc. Donc là, c'est là où il faut trouver. Et l'idée, c'est aussi de réfléchir au double usage de l'image, c'est-à-dire une image qui sert, une analyse de l'image qui sert la personne qui prend la photo, et une analyse d'image qui sert plutôt à des échelles différentes. Après, c'est là où aussi la question, mais je pense qu'elle est beaucoup plus importante que cette question du numérique, c'est bah, comment et ensuite gérer et gouverner les espaces pastoraux. Parce que l'information n'est là que pour faire des choses, mais c'est pas elle qui va faire en sorte que d'un seul coup, toute la politique de mobilité d'un État va changer. Je pense que c'est voilà, c'est d'avoir des informations factuelles qui permettent ensuite d'avoir des activités de gouvernance, mais je pense qu'il faudra lier les deux et je pense que il faut mettre en place des systèmes de gestion collective des pâturages qui intègrent les acteurs, qui après peuvent utiliser ces outils, par exemple, pour dire, bon, bah attendez, d'après les outils, il y a cette zone qui est en dégradation, il y a cette zone où la biomasse n'est pas suffisante, donc il faut faire attention, ce qui est plutôt de l'information qui permettrait de prendre ces décisions. Mais voilà, il ne faut pas non plus que toute la décision soit au niveau des politiques publiques, quoi. En tout cas, je disais ça parce que je faisais le parallèle avec, dans le système de l'éducation aux États-Unis, les enseignants devaient fournir beaucoup de données sur leurs pratiques qui servaient aux politiques publiques, mais finalement, c'est les politiques publiques, du coup, ensuite, qui pilotaient les enseignants. Et malheureusement, les données qui remontent sous forme de... Enfin, ce qui peut remonter sous forme de données, c'est pas tout. C'est vraiment ce qui rentre dans le format de la donnée qu'on peut standardiser. Bon, là, en l'occurrence, tout ce qui était de l'ordre du soin et de la bienveillance ça ne pouvait pas remonter dans les indicateurs que les enseignants envoyaient. Et donc voilà, là, moi, je ne connais pas du tout hein, dans ce domaine-là, mais je me dis, ces informations, elles ont un certain format, donc c'est peut-être pas... peut-être que toute l'information essentielle pour les gardiens des troupeaux n'est pas contenue dans ces données. Et si ensuite cela sert à piloter euh, les usagers, enfin ceux qui envoient les photos, c'est là qu'il y a plein de questions que je trouve, enfin voilà, que je pense qu'il faut mettre autour de la table et Oui, bien sûr, il y a la question oui, il y a cette question-là de voir un peu. Après, je pense qu'en tout cas, là, c'est des choses sur la végétation. Je pense qu'après, la question se pose aussi sur voilà, des suivis de santé. Enfin, sur d'autres indicateurs, les questions sont beaucoup plus problématiques enfin, plus problématiques, qui ont plus d'enjeux sur le suivi des mobilités animales, sur le suivi des démographies des troupeaux, sur le suivi des ventes, bah là, il y a des gros enjeux aussi liés, par exemple, aux impôts où c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce suivi numérique où il y a des données enfin, des enjeux comment dire, sur la RGPD, des choses comme ça. Là, on est juste sur une prise d'image. Alors, il y a juste le fait que, bah, après, on a la position GPS de la personne qui a pris l'image, qui est une information, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui joue. Après, c'est comment cette information est utilisée pour la politique publique et les choix sur les acteurs. Ça, c'est une question. Après, il vaut mieux avoir des informations. Je pense qu'il vaut mieux avoir des bonnes informations pour prendre des bonnes décisions que des informations de moins bonne qualité. bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'information, elle descend jusqu'au niveau de la photographie prise localement. Et ça, c'est Mm. intéressant parce que nous, dans le pastoralisme, notre terrain d'étude, c'était les Hautes-Pyrénées. Et voilà, malheureusement, ils sont beaucoup dépendants des images satellites, etc. Et qui correspondent pas du tout, en fait, à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, là, c'est intéressant parce que c'est de la photographie prise sur site, quoi. Mm. Ouais, c'est un peu un des enjeux, hein. Enfin, je connais pas exactement ce que fait par RBM, la question de Sergio, mais c'est aussi cet enjeu-là, c'est de dire qu'en fait, il y avait deux enjeux. On est sur des écosystèmes très hétérogènes, donc les méthodes classiques de télédétection ont des limites, ou soit demandent un temps de travail sur le terrain très important. Et donc, du coup, l'idée des outils numériques, c'est de soulager ce temps de travail, même voilà, dans certaines zones très isolées, bah, aller en saison des pluies, dans certaines zones, c'est compliqué. Donc, d'avoir des acteurs de terrain permettait de prendre en compte ces actions-là. Et voilà, donc l'idée des outils numériques, c'est pour faciliter la collecte de données de terrain, pour ensuite permettre de faire ces cartes en prenant en compte la précision fine, quoi. Et alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop rediscuté de la présentation, la première présentation. Voilà, je sais pas si on prend un peu de temps pour ça, s'il y a des gens qui ont encore
des interrogations, des réflexions à partager, ou sinon après, on pouvait passer la parole aussi à Serena pour que tu nous dises des choses que tu as notées, je sais pas comment vous voulez faire. On est désolé pour le format voilà, qui est vraiment très contraint. Il y a un côté un peu difficile, je trouve. Et Puis avec des sujets qui étaient variés aussi, là, voilà, c'est ça aussi, cette session. est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous seriez prêt à... On hésitait entre 1h30 et 2 heures de durée du séminaire. Je profite qu'on soit un certain nombre là pour... On va recueillir vos avis. Dites-nous si 1h30, ça vous paraît le temps maximum que vous pouvez consacrer à un séminaire de ce genre, ou si vous accepteriez de participer à un séminaire de 2 heures. Merci de nous dire ça dans le chat. Même de 3 heures. Hein. Et j'ai une question, enfin que j'inscris dans le chat, c'est une réflexion comprenant, merci Michael, reprenant un peu la remarque de Sergio, c'est vrai qu'il y a des générations de systèmes d'information et d'alerte précoce, plus ou moins participatifs, des applications qui ont été distribuées ou mises au point par des opérateurs et des serveurs sur les marchés, sur la santé, sur les ressources, dont les remontées, dont sont toujours un peu incertaines à cause de l'utilité sociale et de la valeur sociale attribuée à ces informations. Ça fait l'objet de beaucoup de travaux. Et là se pose une autre question, enfin, qui m'est venue en écoutant les développements, c'est étant donné la très forte variabilité en termes de nutriments, de biomasse, d'intérêt, d'accessibilité des ressources, la variabilité spatio-temporelle, quelle est l'échelle et quelle est la durée de pertinence des photos qui seront prises, quoi, et qui sont par nature des photos à un moment T, mais étant donné, voilà, qui sera, je suppose, prise en compte dans les travaux. Voilà. Je m'arrête. Je croyais que Robin voulait prendre la parole, mais sinon, Serena, on te laisse conclure. J'ai essayé juste de prendre des notes sur les 3 présentations et sur les interventions. Désolée, je me suis emmêlée avec toutes ces commandes. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Alors, sur la première présentation de Claire, sur la patrimonialisation du pastoralisme, elle nous a montré comment elle a abordé la question du pastoralisme à partir des infrastructure studies, qui concernent les activités de classification et les standards, les cahiers des charges, etc. D'après cette théorie, les cahiers des charges sont un objet frontière entre un travail catégoriel et des pratiques pastorales. Et à partir de là, elle s'est retrouvée à faire une typologie des systèmes d'élevage et, et donc à identifier différentes coalitions qui traduisent de manière différente ces cahiers des charges. Maintenant, chacune des coalitions, il y a différents enjeux et menaces, et comme par exemple, comme soulevé par l'un des participants, l'accès aux services de ce système d'élevage, à des services comme l'éducation. La deuxième présentation de Simon sur le numérique, donc tout ce qui est connectivité, calcul, outils. Voilà, est arrivé à la conclusion que le numérique n'est pas conçu pour les... Enfin, n'est pas fruible. Non, on dit pas fruible en français, désolé. Oui, oui. N'est pas exploitable par les éleveurs, mais sert à présent comme appui aux politiques publiques. Donc, ça peut servir à faire des cartographies des ressources fourragères, par exemple, à travers les appareils photo, le drone, les images satellitaires, afin de mettre en place des méthodes de prévention, comme par exemple un observatoire du pastoralisme, ce qui est promu au Sénégal, qui soulève aussi des questions liées à la gouvernance. Maintenant, les questions que soulève Simon, c'est est-ce que les éleveurs ont vraiment besoin de ces informations ou bien ils codifient les informations de manière différente, donc ils ont leurs propres informations. Il y a aussi l'enjeu d'inégalité d'accès à ces informations et quels sont les coûts pour collecter ces informations et pour servir quels intérêts. Voilà, troisième présentation, très rapidement.
la présentation d'Alexandre sur comment promouvoir des territoires pastoraux sains. Alexandre part du cadre des écosystèmes de savane en coévolution avec les sociétés pastorales. Donc, il identifie une coévolution et des interdépendances comme la fertilisation des terres. Et cette coévolution est menacée par des accords internationaux qui créent une nouvelle lutte pour l'accès aux terres et aux ressources. Maintenant, les solutions qu'il identifie, c'est des solutions basées sur le land sharing. Et c'est comme ça qu'il se rapproche du pastoralisme. Voilà, à travers des cadres conceptuels comme celui de la justice environnementale, de la santé des systèmes socio-écologiques, etc., qui promeuvent une transition d'une logique humain versus nature vers une autre logique humain ensemble avec la nature, comme le fait le pastoralisme de manière intrinsèque. Maintenant, il y a aussi ici des questions de gouvernance qui se posent. Comment mettre en place ce genre d'approche land sharing. Et c'est pour cela, et voilà, c'est comme ça que je voulais arriver à la conclusion que un trait commun de ces trois présentations, très différentes, c'est vrai, mais un enjeu commun, c'est la gouvernance. Donc, lorsque on adopte de nouvelles approches, qu'on promeut de nouvelles techniques, dans le cadre du pastoralisme, comment mettre en place une gouvernance qui soit adaptée. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Serena. La gouvernance et les nœuds de pouvoir et les lieux de décision politique, plus largement, en effet, qui décide et qui contribue. On va prendre note de vos avis dans le chat. On vous remercie remercie vraiment les trois intervenants pour d'avoir fait l'effort d'adapter leurs travaux dans l'esprit de ce webinaire, d'avoir tenu le temps et de nous avoir fourni des présentations extrêmement claires et denses et néanmoins intelligibles pour les non-spécialistes, ce qui est un autre défi. Merci à tous pour votre assiduité, pour les questions. Vous pouvez nous réécrire pour compléter, pour faire suite si vous avez des réflexions. N'hésitez pas à Claire, Serena et moi-même. Et puis, on vous revient, on vous ajoute à la liste de diffusion parce qu'il y a des gens, et on en est très heureuse, qui étaient là et qui n'étaient pas directement dans les listes de diffusion. Mais maintenant, on sait où vous joindre et on vous proposera, on vous avertira des dates et du programme du webinaire numéro 4 qui se tiendra en début d'année. Merci à tous et à toutes et au Merci à revoir. tout le monde.